Bonjour François Nénin. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste de la sécurité aérienne. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment intitulés « Ces avions qui font peur ». Évidemment, on revient sur le crash de cette A320 et cette fameuse boîte noire. Tout à l'heure, François Hollande a annoncé que l'enveloppe de la seconde boîte noire a été découverte, mais pas le contenu. C'est grave. Oui, c'est très embêtant parce qu'effectivement, si le contenu s'est désolidarisé de l'enveloppe, étant donné l'état des débris, on peut supposer qu'il a été extrêmement abîmé et qu'on ne saura pas, donc on n'aura pas les paramètres de vol, c'est-à-dire ce qui s'est passé techniquement au niveau de l'avion. Si on n'a pas ces informations-là, on ne pourra pas connaître la vérité. Si, on aura une partie du film. C'est-à-dire qu'avec la boîte noire, ce qu'on appelle le CVR, Cockpit Voice Recorder, les sons, et bien là, on aura des indications sur ce que disent les pilotes, ou alors ce qu'ils ne disent pas. Ils sont peut-être décédés à ce moment-là, par hypoxie, ils sont peut-être inconscients, et on aura les alarmes aussi. Oui. Les alarmes nous donneront des indications. On voit François Nénin, la photo donc, de cette fameuse boîte noire. Tout à l'heure, le BEA, le Bureau Enquête Accident, a fait une conférence de presse. Il a annoncé qu'il avait pu extraire un fichier exploitable, sans néanmoins vouloir dire ce qu'il y avait à l'intérieur, mais en précisant à des journalistes que ces informations allaient jusqu'au bout de ce vol, c'est-à-dire jusqu'au crash. Alors, le BEA est toujours très prudent. C'est vrai que ça aurait été très étonnant qu'il nous donne le scénario de cet accident dès le lendemain. Ils le connaissent, d'après vous, ils le savent aujourd'hui? Je pense qu'ils ont déjà des indications parce que s'ils ont extrait ce fichier et ils savent qu'il est intègre, ça veut dire qu'ils ont pu entendre des choses. Mais alors notamment, pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi ils ne le disent pas à l'égard des victimes aujourd'hui? Ils procèdent toujours de façon extrêmement prudente. Ils sont très frileux dans la délivrance des informations. Ça a toujours été le cas avec le BEA. Néanmoins, ils doivent savoir quand même si on entend les pilotes parler ou non. Oui, il a vu. Alors le représentant du BEA n'a pas voulu répondre à une question d'un journaliste qui lui demandait justement si on entendait des conversations. C'est pourtant une information cruciale de savoir si les pilotes sont conscients encore, parce qu'il y a des cas dans l'histoire de l'aéronautique où les pilotes sont tombés inconscients, parce qu'il y a eu une dépressurisation, par exemple, ou un feu à bord. Et c'est vraiment très important de savoir ça, parce que les passagers attendent, les gens, les familles de victimes attendent de savoir comment sont morts leurs proches, est-ce qu'ils étaient inconscients ou pas au moment où l'avion tape la montagne. Oui, il y a des enjeux importants. Lufthansa assure que cet avion était parfaitement suivi, était parfaitement en état, qu'il avait été révisé. Néanmoins, les pilotes des compagnies aériennes aujourd'hui expriment leurs inquiétudes. Alors attention, parce qu'il y a la maintenance générale de la compagnie, les grandes révisions périodiques, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les daily checks, les petites révisions quotidiennes. Et ça peut être assuré par des escales. Là, l'avion, il venait de Barcelone. S'il y a une panne à Barcelone, elle va être traitée à Barcelone. Comment est-ce qu'elle est traitée? On a vu des cas où un bouton va être pas réarmé correctement, un scotch va être laissé sur une sonde, etc. Et ça peut avoir des enjeux catastrophique. C'est possible, ça. Aujourd'hui, on nous assure, évidemment, c'est une compagnie low cost, cette Germanwings, filiale de la Lufthansa, mais on nous assure qu'elle est parfaitement sûre, certaine. Il faut les croire. Il faut se méfier des réputations bonnes ou mauvaises. Alors, effectivement, c'est une compagnie plutôt sérieuse. Elle est jeune, elle date de 2000. Elle n'a pas connu d'incidents majeurs, graves, ni de crash. C'est effectivement le modèle à l'allemande, rigoureux. Mais ça, c'est la réputation, c'est l'image. Après, derrière, la maintenance régulière, quotidienne, qui est assurée par des bases différentes, des escales, etc., il peut y avoir des loupés. Ça arrive tous les jours. Tous les jours, il y a des incidents. C'est ça, vous le révéliez dans certains livres. Vous révéliez qu'il y a beaucoup d'incidents et qui sont toujours cachés au public. Il fallait avoir peur, finalement, de prendre l'avion. Moi, je pense que les gens qui ont peur de l'avion, ils sont 70%, et ils ont parfois raison, parce que quand on voit... Moi, je parle parfois à des ingénieurs, à des mécaniciens, etc., qui me racontent que parfois, on fait décoller des avions pour des raisons opérationnelles, commerciales et financières, avec des pannes, et ces avions ne devraient pas décoller. Oui, là, on a évidemment des pilotes aguerris. Et il y a des circonstances que personne aujourd'hui n'est capable d'expliquer. Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'alerte? Et pourquoi finalement cet avion s'est écrasé de cette manière-là? Une descente régulière de 3000 pieds minute pendant 8 minutes, sans qu'à aucun moment il lance un Mayday ou qu'il contacte le contrôle aérien, ça ressemble au fait qu'il n'y avait plus personne de vivant dans le cockpit. Vous êtes certain de ça, François Nénin? On n'est pas certain, mais on pense à d'autres cas, comme le cas d'Helios Airways en 2005. L'avion décolle de Chypre à destination d'Athènes. Eh bien, il y a une vanne, un bouton de pressurisation qui n'a pas été remis correctement. Et les pilotes vont tomber inconscients pendant la montée. L'appareil en pilote automatique va se mettre sur son altitude de croisière. Et puis, il va s'écraser au large d'Athènes, faute de carburant.
Ouais. avec les gens qui étaient morts parce qu'il n'y avait plus d'oxygène à bord, la cabine n'était pas pressurisée. Qu'en est-il hors la cabine, c'est-à-dire pour les passagers à ce moment-là, François Nénin? Que s'est-il passé dans l'avion? Eh bien, il y a les masques. Dans le cas d'une dépressurisation, il y a les masques qui vont tomber. À cette altitude, il fait moins 56, il n'y a pas d'oxygène. On a à peu près 15 secondes de conscience utile. Alors, il faut pouvoir mettre les masques. Et puis ensuite, c'est le mystère. On ne sait pas ce qui se passe à bord. Dans le cas d'Helios Airways, il y a des avions de chasse qui ont pu regarder. Les gens étaient morts. Il y avait un seul steward qui était resté vivant avec une bouteille d'oxygène indépendante et puis il n'a jamais pu reprendre le contrôle de l'avion, se mettre dans le poste, dans les fauteuils des deux pilotes qui étaient décédés et puis contacter par la radio le contrôle aérien. Ça va très vite en réalité. Si l'hypothèse de l'attentat est, semble-t-il, écartée? On ne peut pas vraiment totalement l'écarter. Ça reste peu pertinent parce qu'il n'y a pas de revendication, mais pour l'instant, c'est difficile. L'erreur de pilotage? L'erreur de pilotage, ça peut arriver aussi. Les pilotes peuvent être engagés dans ce qu'on appelle une tunnelisation, c'est-à-dire qu'ils vont être focalisés sur la résolution de la panne. Ils ne la comprennent pas. C'était le cas du Rio, par exemple, en 2009. Ils n'ont pas compris qu'ils décrochaient. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ben, ça peut arriver. Alors, les checklists sont fastidieuses, sont longues. Ils sont dedans, et puis ils oublient de gérer la trajectoire de l'avion, et puis l'avion descend, et puis c'est la montagne en dessous. Oui. Vous diriez aujourd'hui, François Nénin, puisque je le disais, vous avez écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait Crash à répétition, c'est-à-dire danger. Vous êtes vraiment conscient qu'il y a véritablement aujourd'hui une espèce de chape de plomb sur le monde de l'aviation. On ne veut pas dire la vérité à ceux qui empruntent les avions. Alors, pour des raisons commerciales, pour donner confiance dans les passagers, on n'arrête pas de nous répéter que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Les statistiques sont biaisées en réalité, parce qu'il y a beaucoup de crashs qu'on évacue, les avions de conception soviétique par exemple. Donc, on est en permanence dans une logique de réassurance du passager pour qu'il monte à bord. En réalité, on est arrivé aux limites du système, il y a des pannes, et puis on est dans un environnement hostile, hein, je disais, moins 56, du chaud, du froid, des vibrations. Forcément, il y aura toujours des pannes à bord. Oui. Le problème est de savoir comment les équipages aujourd'hui sont entraînés à les gérer. Et là, on saura la vérité dans ce qui s'est passé. On va savoir la vérité. On a quand même des éléments. Il y a le CVR, là, la boîte noire des sons qui est exploitable. Il y a aussi les messages de panne automatiques qui ont dû être envoyés à Germanwings sur les moteurs. On dira toute la vérité, c'est ça la question. Espérons-le. Le problème, c'est qu'il y a des enjeux. Il y a l'avion. Il y a évidemment le constructeur qui ne veut pas que son avion soit entaché de doutes. Il y a la compagnie. Il y a des enjeux économiques énormes. Merci beaucoup François Nénin d'être venu commenter à chaud donc ces événements sur TV5 Monde. Merci. Merci.